Une petite fille appelle le 911. Papa a enfermé mon petit frère dans la cave. À 2h47 du matin, par une froide nuit à Portland, Lisa Wellington, 6 ans, passa l'appel le plus difficile de sa vie. Ces mots étaient à peine un murmure, mais ils allaient tout changer. Lorsque les agents arrivèrent à la tranquille maison de banlieue, ils s'attendaient à une chose. Ils trouvèrent tout autre chose. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Les petits doigts de Lisa Wellington agrippaient le bord de sa couette rose tandis que la maison gémissait autour d'elle comme un animal blessé. La vieille maison victorienne du quartier de Selwood à Portland avait toujours fait des bruits. Des lattes de parquet qui grinçaient en chantant des berceuses, des radiateurs qui sifflaient de doux avertissements. Mais cette nuit semblait différente. Cette nuit, les sons avaient un poids. L'horloge numérique sur sa table de chevet brillait. 2h47 en chiffre d'un rouge agressif. Maman l'avait embrassé pour lui souhaiter bonne nuit avant de partir pour son service à l'hôpital des sciences de la santé de l'Oregon, promettant de rapporter des pots de pudding au chocolat de la cafétéria si Lisa était sage pour papa. Mais quelque chose l'avait réveillée, quelque chose qui n'avait pas sa place dans leur monde soigneusement ordonné d'histoires du soir et de dessins animés du matin. Le voilà de nouveau, un cri étouffé qui semblait monter des entrailles même de la maison. « Tommy » murmura-t-elle dans l'obscurité. Lisa glissa hors de son lit, ses pieds nus touchant le parquet froid qui semblait être de la glace contre sa peau. Le couloir s'étirait devant elle comme un tunnel, plus long et plus sombre qu'il n'aurait dû l'être. Des photos de famille tapissaient les murs. Des photos de vacances de l'été dernier, quand papa souriait encore de tout son visage, pas seulement avec cette expression crispée qu'il portait maintenant comme un masque inconfortable. Elle passa sur la pointe des pieds devant la chambre de ses parents, dont la porte était légèrement entr'ouverte. La pièce au-delà était vide, les draps encore faits de ce matin. Papa ne dormait de nouveau pas. Il faisait beaucoup ça ces derniers temps, arpentant la maison la nuit comme un chien de garde patrouillant un territoire que lui seul pouvait voir. La porte de la chambre de Tommy était ouverte, mais son berceau était vide. Le mobile au-dessus, de minuscules avions que papa avait assemblés avec tant de soin à la naissance de Tommy, pendait immobile dans l'air calme. La veilleuse projetait des ombres d'avions sur le mur, mais elle ressemblait plus à des vautours maintenant. « Papa » appela doucement Lisa. « Où est Tommy » Sa voix résonna étrangement dans la maison, comme si les murs s'étaient épaissis, étaient devenus plus distants. Elle descendit l'escalier principal, sa main glissant le long de la rampe que maman polissait chaque dimanche avec l'huile de citron qui donnait à toute une odeur de soleil. Le salon était baigné dans la lueur bleue du téléviseur, dont le volume était réduit à un murmure. Un film de guerre passait à l'écran. Des hommes en uniforme criant des ordres qu'elle ne pouvait pas comprendre. Papa était assis, raide, dans son fauteuil en cuir. Celui que maman lui avait acheté pour son anniversaire l'année dernière, à l'époque où il célébrait encore les choses. Ses yeux étaient fixés sur l'écran, mais Lisa pouvait dire qu'il ne regardait pas vraiment. Ses mains agrippaient les accoudoirs, les jointures blanches, et sa mâchoire se contractait en silence, comme s'il mâchait des mots trop dangereux pour être prononcés. « Papa, où est Tommy » demanda-t-elle à nouveau, entrant dans la pièce. David Wellington se tourna vers elle, et pendant un instant, Lisa vit une lueur du père qu'elle se rappelait. Celui qui construisait des forts en couverture et lisait le docteur Seuss avec des voix ridicules. Mais l'expression passa comme un nuage devant le soleil, remplacé par quelque chose de plus dur, de plus distant. Lisa, sa voix était rauque, comme du papier de verre. « Pourquoi n'es-tu pas au lit ? J'ai entendu pleurer. Est-ce que Tommy va bien ?» Le visage de son père se contracta. « Tommy doit apprendre. Les soldats ne pleurent pas, Lisa. Les vrais soldats apprennent la discipline. » Les mots tombèrent entre eux comme du verre brisé. Lisa ne les comprenait pas tous, mais elle comprenait le ton. Le même qu'il utilisait quand il parlait de civils faibles et de génération molle pendant les journaux télévisés qui faisaient que maman changeait de chaîne. « Mais papa, c'est juste un bébé. Maman dit que les bébés sont censés pleurer quand ils ont besoin de quelque chose. Ta mère ne comprend pas. » David se leva de sa chaise avec la précision méticuleuse d'un homme en équilibre sur une corde raide. « Elle est trop douce. Le monde n'est pas doux, Lisa. Il est dur et froid, et si nous ne le préparons pas maintenant ?» Il laissa sa phrase en suspens, son regard retournant vers la télévision où des soldats marchaient sur un champ de bataille boueux. Sur la table basse à côté de sa chaise, Lisa remarqua quelque chose qu'elle n'avait jamais vu auparavant, une petite boîte en bois avec des insignes militaires gravés sur son couvercle. Elle était ouverte, révélant ce qui ressemblait à des médailles et des photographies,
mais de son angle, elle ne pouvait pas distinguer les détails. Un autre cri résonna dans la maison, plus faible qu'avant, mais c'était sans équivoque la voix de Tommy. Il semblait venir d'en bas, de la direction de la porte de la cave qui se trouvait au fond de la cuisine. « Papa, est-ce que Tommy est en bas ?» La tête de David se tourna brusquement vers elle. « Il apprend la discipline, tout comme j'ai appris. Tout comme tu apprendras si tu ne retournes pas au lit. » Il y avait quelque chose dans son ton qui fit se serrer l'estomac de Lisa comme un poing. Ce n'était pas son père qui parlait. Pas l'homme qui chantait « Brille, brille, petite étoile » quand elle n'arrivait pas à dormir. Pas celui qui guérissait ses genoux écorchés d'un baiser. C'était quelqu'un d'autre portant le visage de papa. « Je veux voir Tommy. »« Tu veux ?» Le rire de David était amer. « Les enfants n'ont pas le droit de vouloir des choses, Lisa. Ils reçoivent ce dont ils ont besoin, quand ils en ont besoin. Maintenant, en haut. » Mais Lisa avait hérité de l'entêtement de sa mère et du courage de son père. Le vrai courage, pas cette version tordue qui avait pris sa place. Elle fit un pas vers la cuisine, vers la porte de la cave qui n'avait jamais semblé importante auparavant, mais qui se dressait maintenant dans son esprit comme l'entrée d'une grotte. Non. Le mot resta en suspens dans l'air comme une pierre lancée. Les yeux de David se plissèrent et pendant un instant, Lisa vit quelque chose vaciller sur son visage. De la surprise, peut-être, ou de la reconnaissance, comme s'il la voyait clairement pour la première fois depuis des mois. « Que as-tu dit ?» J'ai dit non. La voix de Lisa était plus stable qu'elle ne se sentait. « Je veux voir mon frère. » Les pleurs de Tommy s'élevèrent à nouveau d'en bas. Plus faibles maintenant. Et quelque chose de froid s'installa dans la poitrine de Lisa, comme le givre de l'hiver. Elle pensa aux histoires que maman lui lisait sur des princesses courageuses et des enfants intelligents qui sauvaient la situation quand les adultes ne le pouvaient pas. Mais ce n'étaient que des histoires, n'est-ce pas? Dans la vraie vie, les petites filles étaient censées écouter, obéir et faire confiance aux adultes qui savaient mieux. Sauf que parfois, réalisa Lisa avec une clarté qui semblait trop vieille pour ses 6 ans, les adultes ne savaient pas mieux. Parfois, ils oubliaient comment être les héros de leur propre histoire. David s'avança vers elle à pas mesurés, et Lisa recula vers la cuisine. La porte de la cave était là, peinte en blanc comme le reste des boiseries. Mais ce soir, elle semblait différente. Ce soir, elle semblait importante. « Lisa, tu désobéis. Ta mère n'aimerait pas ça. Maman n'aimerait pas non plus que Tommy soit dans la cave. » Les mots lui échappèrent avant qu'elle ne puisse les retenir, et le visage de David passa par une série de changements. Colère, confusion, quelque chose qui aurait pu être de la honte. Pendant un instant, il parut perdu, comme un petit garçon qui s'était égaré trop loin de chez lui. « Tu ne comprends pas, dit-il doucement. Il y a des choses que je dois faire pour vous garder en sécurité, pour vous rendre fort. » Lisa tendit la main derrière elle et sentit la surface lisse de la porte de la cave. À travers le bois, elle pouvait entendre les faibles pleurs de Tommy, à peine audibles maintenant. Son petit frère, qui souriait chaque fois qu'elle faisait des grimaces, qui attrapait son doigt avec son petit poing comme s'il ne voulait jamais le lâcher. À cet instant, debout dans la cuisine où maman faisait des crêpes le dimanche et où papa les faisait sauter haut dans les airs, Lisa Wellington prit la décision la plus importante de sa jeune vie. Certains choix, elle le comprit avec une clarté surprenante, ne pouvaient être défaits. Certains moments exigeaient du courage, même quand on était petite, effrayée et seule dans une maison qui ne ressemblait plus à un foyer. « Je comprends assez », murmura-t-elle. Et alors que son père faisait un autre pas en avant, Lisa se tourna et courut. Pas en haut dans sa chambre comme une bonne petite fille, mais vers le seul endroit de la maison où elle avait vu maman garder le téléphone pour les urgences. Le combiné sans fil blanc qui se trouvait sur le comptoir près de la fenêtre, sous le post-it avec les numéros importants écrits de l'écriture soignée de sa mère. En haut de la liste, entouré d'encre rouge, le 911. Derrière elle, David appela son nom, mais sa voix semblait venir de très loin, d'une distance qui ne pouvait être mesurée en mètres ou en centimètres. Les mains de Lisa tremblaient tandis qu'elle prenait le téléphone, ses doigts minuscules contre les gros boutons qui la connecteraient au monde extérieur, à des gens qui pourraient comprendre ce qu'elle ne pouvait pas mettre en mots. Que parfois les monstres les plus effrayants n'étaient pas dans les livres d'histoire ou sous les lits. Parfois, c'étaient les personnes que vous aimiez le plus, perdues dans leurs propres ténèbres, oubliant comment retrouver le chemin de la maison. Alors qu'elle appuyait sur les chiffres avec une précision méticuleuse, Lisa aperçut son reflet dans la fenêtre de la cuisine. Une petite fille en pyjama licorne, seule dans une flaque de lumière zénithale, tandis que les ombres se rassemblaient au bord de tout ce qui était familier. Elle avait l'air plus âgée que ce matin,
plus âgée qu'elle n'aurait dû l'être à 6 ans. Mais parfois, Lisa commençait à comprendre, on grandissait d'un seul coup, dans l'espace entre un battement de cœur et le suivant. Le téléphone se mit à sonner. Le téléphone semblait énorme dans les petites mains de Lisa. Chaque bouton était comme une montagne qu'elle devait gravir. Son cœur battait si fort contre ses côtes qu'elle était sûre que papa pouvait l'entendre depuis le salon où le film de guerre continuait son tonnerre lointain de tirs et de cris. 911, quelle est votre urgence? La voix à l'autre bout du fil était calme, professionnelle, appartenant à quelqu'un qui avait probablement des enfants. Lisa ouvrit la bouche, mais aucun son ne sortit. Comment expliquer que votre papa, l'homme qui vous a appris à faire du vélo et chasser les monstres d'un baiser, était devenu le monstre? Allô, y a-t-il quelqu'un? Je m'appelle Lisa Wellington, murmura-t-elle, pressant le téléphone plus près de son oreille. Mon papa a enfermé mon petit frère dans la cave. Les mots restèrent en suspens dans l'air comme de la fumée, rendant tout réel d'une manière qui l'effrayait plus que l'obscurité ne l'avait fait. Derrière elle, elle pouvait entendre David se déplacer dans le salon, ses pas lourds et irréguliers. Lisa, quel âge as-tu, ma puce? 6 ans. Tommy a 8 mois et il pleure. Et papa dit qu'il doit apprendre à ne pas pleurer, mais c'est ce que maman dit. Où est ta maman en ce moment? Au travail. Elle est infirmière au grand hôpital. Elle ne sait pas que Tommy est dans la cave. La voix de Lisa se cassa sur le dernier mot. La cave qui sentait le vieux béton et les décorations de Noël rangées, où les araignées vivaient dans les coins et où la température ne se réchauffait jamais, même en été. Lisa, tu es très courageuse. Peux-tu me donner ton adresse? Avant que Lisa ne puisse répondre, la voix de David trancha l'air de la cuisine comme une lame. Lisa, à qui parles-tu? Son sang se glaça dans ses veines. Elle serra plus fort le téléphone et murmura rapidement. 4247 Maple Street à Selwood. S'il vous plaît, dépêchez-vous. Je crois que quelque chose ne va pas avec papa. Lisa, je veux que tu restes en ligne avec moi. D'accord? Les secours arrivent. Où es-tu dans la maison en ce moment? Dans la cuisine. Papa arrive. Elle pouvait entendre ses pas se rapprocher. Plus les pas prudents et mesurés d'avant, mais plus rapides, plus urgents. Je dois cacher le téléphone. Non, ma puce. Ne raccroche pas. Peux-tu aller quelque part en sécurité? Lisa regarda désespérément autour d'elle. L'îlot de cuisine offrait un peu de protection, et il y avait un petit espace entre le réfrigérateur et le mur, où elle se cachait parfois pendant les parties de cache-cache. Elle s'y accroupit, se faisant aussi petite que possible. Le téléphone pressé contre son oreille comme une bouée de sauvetage. David apparut dans l'embrasure de la porte de la cuisine, et Lisa retint son souffle. Sous la lumière zénithale, elle pouvait le voir clairement pour la première fois cette nuit. Son visage était décharné, ses joues creuses, et ses yeux avaient un étrange éclat vitreux qui lui rappelait les poupées de porcelaine dans le vaisselier de grand-mère Wellington. Belle mais vide. Son t-shirt, un vieux t-shirt de l'armée avec des insignes délavés, flottait sur sa silhouette. Quand était-il devenu si maigre? Lisa, je sais que tu es ici. Sors maintenant. La voix de l'opératrice du 911 était minuscule mais stable dans son oreille. Lisa, es-tu toujours là? Que se passe-t-il? Elle voulait répondre, mais David marchait maintenant dans la cuisine, vérifiant derrière les rideaux, ouvrant les portes des placards avec une précision systématique, comme s'il fouillait un bâtiment à la recherche de soldats ennemis. Il y a 6 mois. Lisa se souvint du jour où tout avait changé, même si elle ne l'avait pas compris à l'époque. C'était un mardi après-midi en septembre, et papa était rentré tôt de son travail à l'entreprise de construction. Mais au lieu de la soulever et de la faire tourner comme il le faisait d'habitude, il était allé directement dans sa chambre et celle de maman et avait fermé la porte. Elle avait collé son oreille au bois et avait entendu des sons qu'elle n'avait jamais entendus son père faire auparavant. Des sanglots profonds et bruts qui semblaient venir de quelque part enfoui en lui. Quand maman était rentrée de son service du matin, elle avait frappé à la porte de la chambre pendant un long moment avant que David n'ouvre finalement. Lisa coloriait à la table de la cuisine, mais elle pouvait entendre leur voix à travers les murs. Celle de maman, douce et inquiète. Celle de papa, étrange et plate. Ils m'ont licencié, Becca, avait-il dit. L'entreprise réduit ses effectifs, mais je sais que c'est à cause des crises de panique. À cause de ce qui s'est passé en Afghanistan, ils pensent que je suis brisé. David, tu n'es pas brisé. Tu as juste besoin? J'ai besoin d'être plus fort. Nous tous. Le monde s'assombrit. Et si je ne peux pas protéger ma famille? Sa voix s'était brisée alors,
et Lisa avait entendu quelque chose qui ressemblait à du verre qui se casse. Cette nuit-là, il avait commencé à regarder les films de guerre. Chaque nuit, assis dans ce fauteuil en cuir comme si c'était un poste de garde, ses yeux reflétant la lumière bleue des batailles qu'il avait autrefois menées. La boîte militaire en bois était apparue sur la table basse une semaine plus tard. Et avec elle, les nouvelles règles étaient venues. Pas de pleurs, pas de faiblesse, pas de place pour le père doux qui chantait des berceuses. De retour au présent. Trouvé. La voix de David était juste au-dessus d'elle maintenant. Lisa leva les yeux pour le voir debout au-dessus de sa cachette. Son visage un mélange de déception et de quelque chose qui aurait pu être de la peur. Au téléphone, elle pouvait entendre le son lointain des sirènes. « Papa, s'il te plaît. Tommy doit monter. Il fait froid en bas. Tu les as appelés, n'est-ce pas ?» Sa voix était basse, presque interrogative. « Tu as appelé la police ?» Lisa hocha la tête, des larmes coulant sur ses joues. « J'avais peur. » Pendant un instant, le visage de David s'adoucit, et elle vit une lueur de l'homme dont elle se souvenait, celui qui construisait des châteaux de sable et lui apprenait à siffler. Il s'agenouilla à côté d'elle, et quand il parla, sa voix était plus douce. « J'avais peur, aussi, Lisa. Après l'Afghanistan, après tout ce que j'ai vu là-bas, j'ai eu peur tous les jours. Peur que si je ne vous rends pas, toi et Tommy, assez fort, quelque chose vous arrivera. Quelque chose comme ce qui est arrivé à mon unité. » Les sirènes se rapprochaient maintenant, et Lisa pouvait voir des lumières rouges et bleues commencer à clignoter à travers la fenêtre de la cuisine. La tête de David se tourna vers le son, et elle regarda son visage changer à nouveau, devenant plus dur, plus distant. « Ils ne comprennent pas, dit-il en se levant. Ils essaieront de t'éloigner de moi. Essayeront de te rendre molle. Papa, je ne veux pas être emmené. Je veux juste que Tommy soit en sécurité. » David la regarda longuement, et Lisa retint son souffle. Au téléphone, elle pouvait entendre l'opératrice du 911 parler encore, lui demandant si elle allait bien, lui disant que les secours étaient presque là. Les sirènes étaient très proches maintenant, tournant probablement dans leur rue. « Lisa, réponds-moi honnêtement. Penses-tu que je suis un mauvais père ?» La question la frappa comme un coup physique. Comment pouvait-elle expliquer qu'il était à la fois le père qu'elle aimait désespérément et l'étranger qui avait enfermé son petit frère dans une cave froide et sombre? Que l'amour et la peur pouvaient exister dans le même cœur. Que la protection pouvait ressembler à de la cruauté quand elle venait d'un endroit blessé. « Je pense que tu es malade, papa. Comme quand j'ai eu la pneumonie l'hiver dernier et que j'ai dit des choses méchantes à maman parce que je me sentais mal. Tu dis des choses méchantes à Tommy parce que tu te sens mal à l'intérieur. » David la dévisagea. Pendant un instant, Lisa crut voir une lueur de reconnaissance traverser ses traits. Les sirènes s'arrêtèrent juste devant leur maison, et des portières de voitures claquèrent dans l'allée. Des pas lourds s'approchèrent de la porte d'entrée. « Police de Portland, ouvrez !» Le son sembla ramener David à son état d'esprit militaire. Sa posture se redressa, sa mâchoire se serra, et Lisa regarda son père disparaître à nouveau derrière le masque du soldat. « Reste derrière moi, Lisa. Ne leur fais pas confiance. Ils ne comprennent pas ce que nous avons traversé. » Mais Lisa n'était plus la petite fille obéissante qui s'était couchée des heures plus tôt. Elle était quelque chose de nouveau maintenant, quelque chose forgé dans l'espace entre l'amour et la nécessité. Elle serra plus fort le téléphone et parla clairement à l'opératrice. « Ils sont à la porte maintenant. » Papa a l'air effrayé. Je pense qu'il va essayer de me protéger d'eux, mais je n'ai pas besoin d'être protégé d'eux. J'ai besoin d'être protégé de ce qui y arrive. Les coups sur la porte d'entrée se firent plus insistants. C'est la police de Portland. Nous avons reçu un appel concernant un enfant en détresse. Veuillez ouvrir la porte. David se dirigea vers le salon, vers la porte d'entrée. Et Lisa prit sa deuxième décision cruciale de la nuit. Elle ne pouvait pas le laisser affronter la police seule. Pas alors qu'il était perdu dans son propre esprit. Pas alors qu'il pourrait faire quelque chose qui l'éloignerait d'eux pour toujours. « Papa, attends. » Il se retourna vers elle et Lisa vit quelque chose qu'elle n'avait pas remarqué auparavant. Des larmes sur ses joues, traçant des sillons à travers ce qu'elle réalisait maintenant être une barbe de plusieurs jours. Quand avait-il arrêté de se raser? Quand avait-il arrêté de prendre soin de lui? « Je t'aime, dit-elle simplement. Même quand tu fais peur, je t'aime. Mais Tommy a besoin d'un médecin. Et tu as besoin d'aide, aussi. Le genre d'aide que je ne peux pas te donner. » Le visage de David se plissa comme du papier. Et pendant un instant, il parut très jeune. Plus jeune même que Lisa ne se sentait.
Je ne sais pas comment arrêter d'avoir peur, ma petite. Je ne sais pas comment revenir d'où j'ai été. La porte d'entrée trembla alors que quelqu'un testait la poignée, et Lisa entendit des voix étouffées discuter des stratégies d'entrée. D'un moment à l'autre, ils entreraient et tout changerait pour toujours. Mais peut-être, pensa Lisa avec l'étrange sagesse que le traumatisme accorde parfois aux enfants, que le changement était ce dont sa famille avait besoin. Tu n'as pas à revenir seul, papa. Maman et moi. Nous pouvons t'aider, mais d'abord, tu dois laisser Tommy monter. David la regarda, puis vers la porte de la cave, puis de nouveau vers elle. Lisa pouvait voir la guerre qui se déroulait derrière ses yeux, entre le père qu'il voulait être et le soldat qu'il ne pouvait s'empêcher d'être. Entre l'amour et la peur, entre le passé qui le hantait et le présent qui avait besoin de lui entier. Finalement, il hocha la tête. D'accord, Lisa. D'accord. Alors qu'il se dirigeait vers la porte de la cave, Lisa parla une dernière fois dans le téléphone. Mon papa va chercher Tommy maintenant, et puis il va ouvrir la porte d'entrée. S'il vous plaît, ne lui faites pas de mal. Il n'est pas méchant. Il est juste perdu. À travers la fenêtre de la cuisine, elle pouvait voir des faisceaux de lampes de poche balayer la cour. Et elle savait que dans quelques minutes, leur maison tranquille serait pleine d'étrangers. Policiers, ambulanciers et travailleurs sociaux, tous essayant d'aider de la seule manière qu'ils connaissaient. Mais pour ce seul moment, c'était encore juste sa famille, brisée, mais ensemble, faisant les premiers pas difficiles pour retrouver leur chemin. La porte de la cave grinça en s'ouvrant et Lisa entendit la voix de son père, plus douce qu'elle ne l'avait été depuis des mois, appeler dans l'obscurité. « Tommy, papa vient te chercher, mon fils. Il est temps de monter. » Et de la cave, faible mais sans équivoque, vint le son du cri de son petit frère. Pas les hurlements désespérés d'avant, mais quelque chose qui ressemblait presque à du soulagement. Lisa ferma les yeux et serra fort le téléphone, attendant que le monde change. La porte de la cave s'ouvrit comme une bouche exhalant un air froid qui portait l'odeur de moisi du béton et des choses oubliées. Lisa regarda son père disparaître dans les escaliers en bois, ses pas résonnant dans l'espace en dessous. En haut, les coups sur la porte d'entrée avaient cessé, remplacés par des voix urgentes qui se concertaient sur le porche. Tommy, la voix de David montait de l'obscurité. Plus douce maintenant, presque suppliante. Papa est là, mon fils. Lisa se glissa en haut des escaliers de la cave, le téléphone toujours pressé contre son oreille. L'opératrice du 911 parlait à quelqu'un d'autre maintenant, d'autres répartiteurs, des policiers, des gens avec des badges et de l'autorité et le pouvoir d'aider. Mais en bas dans la cave, il n'y avait que son père et son petit frère et l'espace terrible entre qui papa était et qui il était devenu. Oh mon Dieu! Oh non! 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 La voix de David se brisa comme du verre, et Lisa entendit un son qu'elle n'avait jamais entendu auparavant, son père sanglotant avec le chagrin brut et désespéré de quelqu'un qui venait de réaliser ce qu'il avait fait. Elle descendit les escaliers sans réfléchir, ses pieds bougeant plus vite que sa peur. La cave était plus froide qu'elle ne s'en souvenait, et plus sombre. Une seule ampoule nu pendait du plafond, projetant des ombres dures sur les murs en béton. David était agenouillé à côté d'un vieux sac de couchage dans un coin, celui de son service militaire, vert olive et d'une précision militaire. À l'intérieur, Tommy gisait immobile, ses lèvres bleutées, sa petite poitrine se soulevant et s'abaissant à peine. Est-ce qu'il? Lisa ne put finir la question. Il respire, murmura David, ses mains planant au-dessus du bébé comme s'il avait peur de le toucher. Mais il a si froid, Lisa. Si froid. Sa voix se brisa de nouveau. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait à mon fils? Lisa tomba à genoux à côté d'eux, le téléphone oublié sur le sol en béton. La peau de Tommy était d'un blanc de papier, presque translucide, et quand elle toucha sa main, elle était comme de la glace. Ses yeux étaient fermés, et il ne pleurait plus. Le silence était pire que les cris. On doit le réchauffer, dit-elle, sa voix plus stable qu'elle ne se sentait. Maman dit que quand les gens ont trop froid, ils peuvent. Elle ne pouvait pas prononcer le mot. Pas à propos de Tommy. Jamais à propos de Tommy. Au-dessus d'eux, une vitre se brisa. Des pas retentirent dans la maison. Des bottes lourdes sur les parquets. Des voix crièrent, dégagez. On va à la cuisine. Vérifiez en haut. Une chorégraphie d'urgence que Lisa reconnut des séries policières que maman regardait parfois. Police de Portland. Quelqu'un dans la cave? Un faisceau de lampes de poche trancha l'obscurité en haut des escaliers, et Lisa entendit le souffle de David se couper. Quand elle le regarda, la clarté momentanée dans ses yeux s'estompait déjà, remplacée par quelque chose de plus dur et de plus dangereux.
Ils sont là pour t'emmener, murmura-t-il, prenant Tommy dans ses bras avec des mouvements brusques et saccadés. Pour nous emmener tous. Séparer la famille. Papa, non. Je ne les laisserai pas faire, dit-il plus fort maintenant, sa voix portant jusqu'aux officiers en haut. Je ne les laisserai pas détruire ce que j'ai construit. Lisa entendit des pas dans les escaliers de la cave. Des pas prudents, mesurés, accompagnés du grincement des étuis en cuir et du murmure des radios. Une voix de femme appela. « Monsieur, nous sommes la police de Portland. Nous avons reçu un rapport concernant un enfant en détresse. Nous sommes là pour aider. » Aider ? Le rire de David était amer. Il se leva, Tommy blotti contre sa poitrine, et Lisa put voir la tête de son frère pendre à un angle anormal. « Vous voulez aider en déchirant ma famille, en m'enlevant mes enfants. » La policière apparut en bas des escaliers. Une grande femme avec des yeux bienveillants et des cheveux grisonnants tirés en un chignon sévère. Sa main reposait sur son arme, mais elle ne l'avait pas dégainée. Derrière elle, Lisa pouvait voir les bottes et les jambes d'au moins 2 autres officiers. « Monsieur, je suis l'officier Jennifer Reyes. Comment vous appelez-vous » ? Sergent David Wellington, 1re division d'infanterie. Les mots sortirent avec une cadence militaire, automatique et précise. Et ceci est ma maison, ma famille, ma responsabilité. L'expression de l'officier Reyes changea légèrement. Reconnaissance, compréhension, peut-être même sympathie. Sergent Wellington, je vois que vous essayez de protéger votre famille. C'est ce que font les bons pères. Mais ce bébé a besoin de soins médicaux tout de suite. Lisa regarda entre eux, son père, rigide avec sa posture militaire, et la policière parlant sur le ton calme et mesuré de quelqu'un qui avait déjà géré des situations comme celle-ci. Mais ils parlaient sans se comprendre, utilisant des langages différents de protection et de protocole. « Papa, dit-elle doucement. »« Tommy ne bouge pas. » David baissa les yeux sur son fils et Lisa regarda la façade du soldat se fissurer comme de la glace sur un lac. La respiration de Tommy était si superficielle qu'elle était à peine visible et sa peau avait pris une teinte grisâtre qui tordit l'estomac de Lisa de terreur. « Il pleurait, dit David, presque pour lui-même. Il pleurait tout le temps et je ne pouvais pas. En Afghanistan, quand les hommes pleuraient, quand ils craquaient, des gens mouraient. La faiblesse tue des gens. J'essayais de le rendre fort. » L'officier Reyes fit un pas prudent en avant. « Sergent, votre fils n'est pas un soldat. C'est un bébé. Les bébés sont censés pleurer. C'est comme ça qu'ils communiquent, qu'ils nous disent ce dont ils ont besoin. Mais le bruit constant. » La voix de David se brisait à nouveau. « Ça me ramène là-bas, aux fusillades, à Jackson qui criait quand l'engin explosif improvisé a sauté. Je ne peux pas l'arrêter. » Lisa vit les yeux de l'officier se tourner vers elle, observant son pyjama licorne et son visage taché de larmes. « Et tu dois être Lisa. Tu as été très courageuse de nous appeler ce soir. » Lisa hocha la tête, mais son attention était fixée sur Tommy. Sa respiration semblait ralentir, devenir plus laborieuse. Elle avait vu assez de séries médicales avec maman pour savoir que ce n'était pas bon. Que chaque seconde passée à parler était une seconde où Tommy avait besoin d'une aide qu'il ne recevait pas. « Officier Reyes, » dit-elle, surprise de la maturité de sa propre voix. « Tommy a besoin d'un médecin tout de suite. Il a trop froid et il ne pleure plus. Les bébés devraient pleurer quand ils ont peur. » La radio de l'officier crépita. « Reyes, nous avons des ambulanciers en attente à l'extérieur. Quelle est votre situation ?» Avant que l'officier Reyes ne puisse répondre, la prise de David sur Tommy se resserra. « Non. Pas d'hôpitaux. Ils poseront des questions. Rempliront des rapports. Ils me l'enlèveront. Papa, s'il te plaît. » Lisa se rapprocha de lui, ses petites mains tendues vers son frère. « Regarde-le. Vraiment, regarde. » Le regard de David tomba sur le visage de Tommy, et Lisa regarda son père voir vraiment son fils pour la première fois depuis des mois. Les lèvres du bébé étaient presque bleues maintenant. Sa respiration si faible qu'elle était presque imperceptible. Quelles que soient les illusions qui avaient guidé les actions de David, elles s'effondrèrent face à cette petite forme immobile. « Oh mon Dieu !» murmura-t-il. « J'ai failli ? Lisa, j'ai failli ?» Il tomba à genoux, serrant Tommy contre sa poitrine, son corps entier secoué de sanglots qui semblaient venir d'un endroit plus profond que le chagrin. L'officier Reyes se déplaça rapidement, parlant dans sa radio en s'approchant. « Nous avons besoin d'ambulanciers ici, maintenant. Nourrisson, environ 8 mois, hypothermie, déshydratation possible, et demander une évaluation psychiatrique.
Nous avons un vétéran en crise. Alors que l'officier tendait la main vers Tommy, l'entraînement militaire de David refit surface une dernière fois. Il recula, sa main libre se dirigeant vers quelque chose que Lisa ne pouvait pas voir. « Ne faites pas ça, David. » Une nouvelle voix depuis les escaliers. Masculine cette fois, plus âgée et avec l'autorité indubitable du commandement. « Sergent Wellington, ici le lieutenant-colonel Morrison, réserve de l'armée. J'ai besoin que vous écoutiez ma voix. » Lisa se tourna pour voir un homme plus âgé en civil descendre les escaliers, sa posture droite malgré son âge, ses yeux fixés sur son père avec une intensité inébranlable. « Monsieur », la réponse de David fut automatique, ancrée par des années d'entraînement. « J'ai vu votre dossier, mon fils. Province de Kandahar, 2019. Vous avez sauvé 17 hommes lorsque votre convoi a été touché. Transporté 3 soldats blessés en lieu sûr sous le feu ennemi. Vous êtes un héros, David. » Le visage de David se décomposa. « Monsieur, je ne me sens pas comme un héros. J'ai l'impression de me noyer. »« Je sais. » Le lieutenant-colonel Morrison se rapprocha, sa voix douce mais ferme. « Le SSPT ne vous rend pas faible, mon fils. Cela signifie que vous avez traversé l'enfer et survécu. Mais en ce moment, votre mission a changé. Votre mission est de sauver votre fils. Pouvez-vous faire ça pour moi ?» Lisa retint son souffle. Dans le silence, elle pouvait entendre la respiration laborieuse de Tommy, le crépitement des radios de la police, le son lointain des ambulanciers préparant leur équipement à l'étage. Tout reposait sur ce moment, sur la capacité de son père à choisir l'amour plutôt que la peur. David baissa les yeux sur Tommy une dernière fois, et Lisa vit le moment exact où le père dont elle se souvenait se fraya un chemin jusqu'à la surface. Avec un soin infini, il plaça Tommy dans les bras de l'officier Reyes. « Sauvez-le » murmura-t-il. « S'il vous plaît, sauvez mon fils. » Les minutes suivantes se brouillèrent comme un rêve fiévreux. Des ambulanciers descendirent les escaliers avec un équipement que Lisa ne reconnut pas. Des masques à oxygène, des couvertures chauffantes et des machines qui émettaient des bips d'avertissement urgent. Ils travaillèrent sur Tommy avec une efficacité rodée tandis que l'officier Reyes guidait David vers un coin de la cave, lui parlant d'un ton bas et régulier. Lisa se pressa contre le mur de béton froid et regarda des étrangers se battre pour la vie de son frère. L'une des ambulancières, une jeune femme aux mains douces, enveloppa Tommy dans ce qui ressemblait à du papier d'aluminium, tandis qu'un autre prenait des lectures sur des machines qui bipaient. « Température 31,8 degrés », cria quelqu'un. « Pouls faible, mais il répond au protocole de réchauffement. »« Est-ce qu'il va s'en sortir ?» demanda Lisa, sa voix très petite dans le chaos. L'ambulancière leva les yeux vers elle et Lisa fut soulagée de voir de la gentillesse dans ses yeux plutôt que de la pitié. « Nous allons faire tout ce que nous pouvons, ma puce, mais nous devons l'emmener à l'hôpital tout de suite. » Alors qu'il se préparait à monter Tommy, Lisa vit son père tendre la main vers quelque chose sur une étagère derrière lui, la boîte militaire en bois qui était apparue sur la table basse des semaines auparavant. Sous la dure lumière de la cave, elle put voir son contenu clairement pour la première fois, des médailles, des photographies, et autre chose qui lui fit un nœud à l'estomac. Un petit uniforme militaire pour enfants, motif camouflage, de minuscules bottes de combat, un casque miniature qui irait à un bambin. Le lieutenant-colonel Morrison le vit aussi. « David, où avez-vous eu ça ?»« Pour quand il sera plus grand, » dit David, sa voix creuse. « Pour quand il devra apprendre la discipline, comme j'ai appris. » L'expression de l'officier s'adoucit avec un mélange de compréhension et d'horreur. « Mon fils, cet uniforme, ce n'est pas pour votre garçon. Ce n'est pour aucun enfant. » David fixa le minuscule uniforme, et Lisa regarda la dernière de ses illusions s'effondrer comme des châteaux de sable sous une vague. « Je l'ai acheté en ligne, » murmura-t-il. « Je pensais que si je commençais tôt, si je le rendais assez fort. » « Vous essayez de le protéger, » dit doucement le lieutenant-colonel Morrison. « Mais la protection ne ressemble pas toujours à la force, David. Parfois, elle ressemble à l'amour. Parfois, elle ressemble à demander de l'aide quand on en a besoin. » Alors que les ambulanciers transportaient Tommy vers les escaliers, Lisa prit une décision qui la surprit elle-même. Elle se dirigea vers son père, qui était assis, effondré contre le mur de béton comme une marionnette cassée, et lui prit la main. « Papa, est-ce que tu vas venir à l'hôpital avec nous ?» David la regarda à travers ses larmes, et Lisa vit son vrai père lui répondre du regard. Pas le soldat, pas l'homme hanté par la guerre, mais le papa qui lui lisait des histoires et guérissait ses genoux écorchés d'un baiser. « Je ne sais pas s'ils me laisseront faire, »
dit-il doucement. L'officier Reyes s'agenouilla à côté d'eux. David, vous allez devoir venir avec nous pour une évaluation. Il y a des questions qui nécessitent des réponses, des procédures à suivre. Mais Lisa a raison. Vous êtes toujours un père, et les pères devraient être avec leurs enfants quand ils sont blessés. Alors qu'ils aidaient David à se relever, Lisa aperçut quelque chose qui était tombé de la boîte militaire. Une photographie, vieille et froissée, montrant son père en uniforme avec d'autres soldats. Ils souriaient, les bras passés autour des épaules les uns des autres, et ils avaient l'air si jeunes. Au bas de la photo, quelqu'un avait écrit à l'encre délavée « Les chanceux qui sont rentrés à la maison ». Mais en regardant son père maintenant, Lisa se demanda si la maison était plus compliquée que la simple géographie. Peut-être que la maison était quelque chose qu'il fallait retrouver encore et encore, surtout après avoir été brisée et avoir essayé de se reconstruire dans le noir. « Papa », dit-elle alors qu'il commençait à monter les escaliers, suivant les ambulanciers et leurs précieux fardeaux. « Quand Tommy ira mieux, tu nous liras à nouveau des histoires comme avant ?» David lui serra la main, et quand il parla, sa voix était rauque, mais réelle. « J'adorais ça, Lisa. Mais d'abord, je pense que papa doit aller mieux, lui aussi. » Alors qu'il sortait de la cave pour entrer dans les lumières vives de la cuisine, Lisa cligna des yeux face à l'éblouissement soudain. La maison était maintenant pleine de gens, des policiers, des ambulanciers et une femme en tailleur qui se présenta comme une travailleuse sociale. À travers la fenêtre de la cuisine, Lisa pouvait voir une ambulance attendre dans l'allée, ses lumières peignant la nuit de rouge et de bleu urgent. Mais pour la première fois depuis des heures, Lisa n'avait pas peur. Tommy respirait. Elle pouvait voir sa petite poitrine se soulever et s'abaisser sous les couvertures chauffantes. Papa recevait l'aide dont il avait besoin. Et quelque part dans la ville, maman recevait probablement l'appel qui la ferait rentrer en toute hâte pour reconstruire leur famille. Ce ne serait pas facile. Lisa avait 6 ans, mais elle était assez intelligente pour savoir que certaines fractures prenaient beaucoup de temps à guérir. Mais ils étaient toujours une famille. Même s'ils étaient une famille brisée. Et les choses brisées, Lisa l'avait appris en regardant sa mère réparer son animal en peluche préféré, pouvaient être rendues solides à nouveau si on était prudent, patient et si on les aimait assez. Alors qu'il chargeait Tommy dans l'ambulance, Lisa aperçut son reflet dans la vitre du véhicule. Une petite fille en pyjama licorne qui avait sauvé son petit frère, et peut-être son père aussi. Elle avait l'air différente de ce matin, plus âgée et plus triste, mais aussi, d'une certaine manière, plus forte. Grandir, réalisa Lisa, ne se faisait pas toujours lentement. Parfois, cela se produisait d'un seul coup, dans une cave, lors d'un appel téléphonique, et dans des moments où il fallait choisir entre être en sécurité et être courageux. Les portes de l'ambulance se fermèrent et Lisa monta sur la banquette arrière d'une voiture de police à côté de son père, regardant leur maison rapetissée dans le rétroviseur. Demain, il y aurait des questions, des médecins et probablement plus de larmes. Mais ce soir, ils étaient ensemble, et Tommy était vivant, et cela semblait suffisant. Pour l'instant, cela semblait être tout. Les lumières fluorescentes de l'hôpital des sciences de la santé de l'Oregon bourdonnaient comme des insectes piégés, baignant tout dans des nuances de vert et de blanc qui donnaient à chacun un air légèrement malade. Lisa était assise sur une chaise en plastique trop grande pour elle, ses jambes se balançant librement au-dessus du sol poli, regardant les infirmières en blouse colorée se déplacer dans le service des urgences pédiatriques avec une urgence déterminée. Tommy était derrière l'une de ces portes marquées d'animaux de dessins animés. Une girafe, pensa Lisa, bien qu'elle ne pût en être sûre de cet angle. Les médecins s'occupaient de lui depuis ce qui semblait être des heures, mais n'était probablement que 45 minutes, réchauffant son petit corps pour le ramener à la vie, degré par degré prudent. À côté d'elle, David était assis, menotté à sa propre chaise en plastique, un officier posté discrètement à proximité. Les menottes étaient plus préventives que punitives. David n'avait été que coopératif depuis le moment où il avait remis Tommy à l'officier Reyes dans la cave. S'il y avait quoi que ce soit, il semblait plus petit maintenant, diminué, comme si reconnaître la vérité de ce qu'il avait fait sortir tout l'air de lui. Monsieur Wellington. Une femme en blouse blanche s'approcha d'eux, son badge indiquant « Dr Sarah Chen, médecine d'urgence pédiatrique ». Elle portait un presse-papier et arborait le genre d'expression que les médecins s'entraînent à avoir. Sérieuse, mais pas dramatique. Professionnelle, mais pas sans cœur. Je traite votre fils. Lisa sentit son estomac se nouer. Est-ce que Tommy va bien? Le docteur Chen s'agenouilla. Elle était donc au niveau des yeux de Lisa. Un geste qui la fit immédiatement apprécier. Tommy va s'en sortir. C'est un petit garçon fort.
Nous avons fait remonter sa température à la normale, et il respire bien tout seul. Il a eu beaucoup de chance que vous ayez appelé à l'aide quand vous l'avez fait. Le soulagement qui traversa Lisa fut si puissant qu'il la rendit étourdie. Elle regarda son père, qui était devenu pâle au mot du médecin. « Pouvons-nous le voir » demanda Lisa. « Dans un petit moment. Nous voulons le surveiller encore quelques heures pour nous assurer qu'il n'y a pas de complications. » Mais Lisa, la voix du docteur Chen devint plus douce. « Je crois comprendre que c'est toi qui as appelé le 911 ce soir. » C'était incroyablement courageux. Lisa hocha la tête, ne se sentant pas capable de parler. Elle ne se sentait plus courageuse. Elle se sentait fatiguée, effrayée et voulait désespérément sa mère. Docteur Chen, David parla pour la première fois depuis leur arrivée. Sa voix était rauque, à peine plus qu'un murmure. Y a-t-il, ai-je causé des dommages permanents à son cerveau? L'expression du médecin s'adoucit légèrement en le regardant. Monsieur Wellington, votre fils va bien, physiquement, complètement bien. Mais nous devrons le garder en observation cette nuit, et il y aura quelques questions administratives à régler. Lisa savait ce que cela signifiait. Elle avait entendu la travailleuse sociale parler à l'officier Reyes dans le couloir, des mots comme service de protection de l'enfance, évaluation de la sécurité et placement temporaire. L'idée d'être séparée de sa famille, même après tout ce qui s'était passé, lui serra la poitrine de panique. « Papa, dit-elle doucement. Vont-ils nous emmener, Tommy et moi ?» Le visage de David se décomposa. Avant qu'il ne puisse répondre, le bruit de pas précipités résonna dans le service des urgences. Lisa se tourna pour voir sa mère courir dans le couloir, portant encore sa blouse d'infirmière du service de cardiologie, ses cheveux s'échappant de sa queue de cheval et ses yeux fous de peur. « Lisa! Oh mon Dieu, Lisa !» Rebecca Wellington tomba à genoux et serra Lisa dans ses bras, la tenant si fort que Lisa pouvait à peine respirer. Elle sentait le savon de l'hôpital et le parfum à la vanille qu'elle portait toujours. Et Lisa enfouit son visage dans l'épaule de sa mère, enfin, se laissa pleurer. « Maman, j'avais si peur. Tommy était dans la cave et papa agissait bizarrement et je ne savais pas quoi faire. »« Chut, mon bébé. Chut. Tu as fait exactement ce qu'il fallait. Tu as sauvé ton frère. » Rebecca se recula pour regarder Lisa, lissant ses cheveux avec des mains tremblantes. « Es-tu blessée? Quelqu'un t'a fait du mal? »« Non, maman. Je vais bien. Mais Tommy avait si froid. Et papa ?» Les yeux de Lisa se tournèrent vers l'endroit où David était assis à les regarder, son visage un masque de chagrin et de honte. Rebecca suivit son regard, et Lisa regarda l'expression de sa mère passer par l'incrédulité, la colère et quelque chose qui aurait pu être de la reconnaissance. Quand elle parla, sa voix était d'un calme mortel. « David, qu'as-tu fait ?» Les mots restèrent en suspens dans l'air comme un jugement. David ouvrit la bouche, la referma, puis l'ouvrit à nouveau. « Becca, je ne sais pas comment expliquer. Je n'ai pas été moi-même. Tu as enfermé notre bébé de 8 mois dans la cave. » Chaque mot était précisément articulé, tranchant comme du verre brisé. Notre bébé, David. Dans le froid, dans le noir. Je sais, la voix de David se brisa. Je sais, et il n'y a aucune excuse. Aucune raison suffisante. J'essayais de le rendre fort, mais j'étais si perdu, Rebecca. Je suis perdu depuis des mois, et je ne savais pas comment demander de l'aide. Lisa regarda ses parents se regarder à travers une distance qui ne pouvait être mesurée en mètres. Dans les yeux de sa mère, elle vit la même guerre dont elle avait été témoin chez son père, entre l'amour et la trahison, entre l'homme que Rebecca avait épousé et l'étranger qu'il était devenu. « Madame Wellington, » interrompit doucement le docteur Chen. « Je suis désolé d'interrompre, mais je dois vous parler des soins de Tommy et de la situation à la maison. » Rebecca hocha la tête, essuyant les larmes de ses yeux. « Lisa, ma chérie, peux-tu rester ici avec? Peux-tu rester ici quelques minutes pendant que je parle au médecin ?» Alors que sa mère et le docteur Chen se déplaçaient vers un coin tranquille de la salle d'attente, Lisa se retrouva seule avec son père pour la première fois depuis que tout avait changé. Il la regarda avec une telle tristesse que cela lui fit mal à la poitrine. « Lisa, j'ai besoin que tu saches quelque chose, » dit-il doucement. « Ce qui s'est passé ce soir, ce que j'ai fait, ce n'était pas de ta faute. Ce n'était pas la faute de Tommy. C'était la mienne. Quelque chose s'est cassé en moi il y a longtemps, et au lieu de le réparer, j'ai essayé de prétendre que ce n'était pas cassé. J'ai essayé de rendre tout le monde aussi dur que je pensais qu'il devait l'être. Au lieu d'admettre que c'était moi qui avais besoin d'aide.
Lisa étudia le visage de son père. Il avait l'air plus vieux que ce matin, plus vieux et plus triste, mais aussi, d'une certaine manière, plus clair, comme si le brouillard qui l'entourait depuis des mois se levait enfin. « Papa, quand tu étais en Afghanistan, est-ce qu'il t'est arrivé des choses effrayantes ?» Les yeux de David s'écarquillèrent légèrement, surpris par sa franchise. « Oui, ma petite. Des choses très effrayantes. As-tu vu tes amis se faire blesser ? » « Oui. » Sa voix était à peine audible. « C'est pour ça que tu avais peur que Tommy se blesse aussi, s'il n'était pas assez fort. » David la dévisagea et Lisa vit le moment exact où il comprit que sa fille de 6 ans avait saisi quelque chose qu'il lui avait fallu des mois pour admettre à lui-même. « Oui, » murmura-t-il. « J'avais si peur de vous perdre, toi et Tommy, comme j'ai perdu mes amis, que j'ai failli vous perdre quand même. J'ai failli devenir la chose dont j'essayais de vous protéger. » De l'autre côté de la pièce, Lisa pouvait voir sa mère parler intensément avec le docteur Chen et un homme en costume qui était arrivé quelques minutes plus tôt, probablement des services de l'enfance. Ils continuaient de regarder Lisa et David, leurs expressions sérieuses. « Papa, est-ce que tu vas partir maintenant ?» La question que David redoutait planait entre eux comme un pont qu'aucun d'eux ne voulait traverser. Il baissa les yeux sur ses mains, toujours menottées à la chaise, puis de nouveau sur le petit visage confiant de Lisa. « Je pense que je vais peut-être devoir le faire, pendant un certain temps. Pour obtenir l'aide dont j'ai besoin, pour apprendre à être le papa que toi et Tommy méritez. » Lisa réfléchit à cela. « Est-ce que tu nous aimeras toujours pendant que tu seras parti ? » « Oh, Lisa !» La voix de David se brisa complètement. « Je vous aimerai chaque jour, chaque minute, pour toujours. Obtenir de l'aide ne signifie pas que je vous aime moins. Cela signifie que je vous aime assez pour aller mieux. » Une nouvelle voix les interrompit. « Gentil mais officiel. Monsieur Wellington, je suis Patricia Holmes des services de protection de l'enfance. Je dois parler avec vous et votre femme des prochaines étapes. » Lisa regarda les adultes se rassembler dans leur cercle de conversation sérieuse, prenant des décisions sur l'avenir de sa famille à voix trop basse pour qu'elle puisse les entendre. Mais pour la première fois de la nuit, elle n'avait pas peur. Tommy allait bien. Papa recevait de l'aide. Et maman était là maintenant, solide, chaleureuse et réelle. Lisa, une infirmière en blouse pédiatrique décorée de pingouins de dessins animés, s'approcha d'elle. « Voudrais-tu voir ton frère maintenant ? Il est réveillé et il a demandé après sa grande sœur. » Le cœur de Lisa bondit. « Il a demandé après moi ?» L'infirmière sourit. « Eh bien, il a 8 mois, donc c'était plus comme tendre la main vers la porte chaque fois qu'il entendait ta voix dans le couloir. Mais je pense que tu lui as manqué. » Alors que Lisa suivait l'infirmière vers la chambre de Tommy, elle croisa le regard de son père une dernière fois. Il articula « Je t'aime » à travers la salle d'attente, et Lisa le lui rendit en silence. Ce n'était pas suffisant pour tout réparer, mais c'était un début. La porte de la chambre de Tommy s'ouvrait sur un espace peint de joyeuses peintures murales d'animaux de la ferme et d'arc-en-ciel. Tommy était allongé dans un berceau en plastique transparent, entouré de moniteurs qui bipaient de manière rassurante, ses joues roses de santé et de chaleur. Quand il vit Lisa, son visage s'illumina du plus grand sourire qu'elle ait jamais vu. « Tommy !» Lisa tendit la main vers lui avec précaution, consciente des fils et des tubes. « Tu m'as tellement manqué. J'avais si peur. » Tommy attrapa son doigt avec son petit poing et le serra fort, babillant quelque chose qui ressemblait presque à son nom. Lisa se remit à pleurer, mais ses larmes étaient différentes. Pas effrayée ou désespérée, mais soulagée, reconnaissante et pleine d'amour pour cette petite personne qui était son frère, sa responsabilité, son cœur qui marchait en dehors de son corps. « On va s'en sortir », lui murmura-t-elle. « Ce sera différent pendant un certain temps et peut-être plus difficile, mais on va s'en sortir. Je te le promets. » Par la fenêtre, Lisa pouvait voir le soleil commencer à se lever sur Portland, peignant le ciel de douces nuances de rose et d'or. Un nouveau jour arrivait, apportant avec lui des médecins, des travailleurs sociaux et des conversations difficiles sur l'avenir. Mais il apportait aussi de l'espoir, de l'aide et la possibilité de guérir. Lisa s'installa dans le fauteuil à bascule à côté du berceau de Tommy et se mit à chanter doucement, avec précaution, la berceuse que son père lui chantait avant que la guerre ne le suive à la maison. Les yeux de Tommy s'alourdirent tandis qu'il écoutait, sa petite main toujours enroulée autour du doigt de Lisa comme une encre. « Brille, brille, petite étoile », chanta-t-elle, et pour la première fois depuis des mois, les mots semblaient vrais. « Que tu es belle, que tu es rare. » Dehors, la première étoile du soir s'estompait dans la lumière de l'aube. Mais Lisa ne se posait plus de questions.
Elle savait exactement ce qu'ils étaient. Une famille, brisée mais toujours respirante, toujours combattante, s'aimant encore assez pour retrouver le chemin de la maison. Même si la maison avait l'air différente d'avant, même si le chemin pour y arriver était plus long et plus difficile qu'aucun d'eux ne l'avait imaginé. 6 mois plus tard, Lisa Wellington était assise en tailleur sur le tapis du salon, construisant une tour de bloc tandis que Tommy, âgé de 14 mois, rampait en cercle déterminé autour d'elle, babillant des commentaires sur ses choix architecturaux. L'après-midi de printemps filtrait par les fenêtres que Rebecca avait grandes ouvertes pour laisser entrer la brise d'avril, emportant avec elle le parfum des fleurs de cerisier de l'arbre dans leur jardin. « Oh! Hop !» exigea Tommy, pointant la tour de bloc de Lisa avec l'autorité impérieuse d'un bambin qui venait de découvrir qu'il pouvait faire connaître ses désirs. « D'accord, mais doucement », dit Lisa, stabilisant la structure alors que Tommy tendait ses doigts avides vers elle. À 7 ans, elle se déplaçait avec la délibération patiente de quelqu'un qui avait appris que prendre soin des gens exigeait à la fois amour et sagesse. « Souviens-toi de ce que le docteur Martinez a dit, des contacts doux, Tommy. » Le docteur Martinez était le pédiatre de Tommy, une femme gentille aux yeux rieurs qui leur avait assuré à plusieurs reprises que Tommy ne montrait aucun effet durable de cette terrible nuit. Mais Lisa avait remarqué des choses que les médecins pouvaient manquer. Comment Tommy sursautait parfois au bruit fort. Comment il pleurait différemment quand il avait froid. Elle s'était nommée sa gardienne contre de tels souvenirs, même ceux qu'il était trop jeune pour comprendre. Le bruit d'une clé dans la porte d'entrée fit lever les yeux à Lisa. Sa mère apparut dans l'embrasure, portant encore sa blouse d'infirmière, mais se déplaçant avec le pas plus léger de quelqu'un dont l'écart de travail avait été raccourci pour s'assurer qu'elle était à la maison pour le dîner chaque soir. « Comment vont mes architectes préférés ?» demanda Rebecca, posant son sac et retirant ses chaussures. « Tommy a fait tomber la première tour », rapporta sérieusement Lisa. « Mais je pense qu'il l'a fait exprès parce qu'il a ri après. » Rebecca s'installa sur le canapé et Lisa remarqua qu'elle choisissait l'endroit avec la vue la plus claire sur les deux enfants. Une habitude qu'elle avait développée au cours des 6 derniers mois. La confiance était encore en cours de guérison. Même la confiance dans les moments ordinaires. « Maman, est-ce que papa vient dîner ce soir ?» C'était jeudi, ce qui signifiait jour de visite supervisée. Depuis 4 mois maintenant, David vivait dans un centre de traitement résidentiel appelé Evergreen Recovery, un endroit spécialisé dans l'aide aux vétérans pour leur réadaptation à la vie civile. Les visites avaient commencé mensuellement, puis toutes les 2 semaines, et avaient maintenant lieu 2 fois par semaine sous l'œil vigilant de Patricia Holmes, la travailleuse sociale, qui était devenue une partie de leur routine familiale autant que les courses. « Il sera là à 17 h, dit Rebecca, et Lisa surprit le petit sourire qui apparaissait chaque fois que sa mère parlait de ses visites. Prudent, mais authentique, comme une fleur s'ouvrant après l'hiver. Lisa avait visité Evergreen Recovery une fois, il y a 1 mois, lorsque le docteur Sarah Kim, sa propre thérapeute, avait suggéré que cela pourrait l'aider avec ses cauchemars. Le bâtiment ressemblait plus à un dortoir universitaire qu'à un hôpital, avec des salles communes pleines de meubles confortables et un jardin où les patients cultivaient des légumes et apprenaient la menuiserie. Elle avait trouvé son père dans ce jardin, agenouillé à côté d'une rangée de plants de tomates, ses mains sombres de terre. Il avait l'air différent, en meilleure santé, plus présent, comme quelqu'un qui avait été sous l'eau et avait finalement appris à respirer à nouveau. Quand il la vit, son visage s'était illuminé d'une joie si pure que Lisa avait couru vers lui sans réfléchir. « Terre et tout. J'apprends à faire pousser des choses au lieu de les casser », lui avait-il dit, lui montrant les minuscules tomates vertes qui seraient prêtes pour l'été. Maintenant, alors que Tommy continuait son assaut déterminé sur sa tour de bloc, Lisa entendit le son familier de la Honda Civic de Patricia Holmes se garer dans l'allée, suivi du grondement plus profond de la camionnette de transport du programme. Son estomac fit sa culbute familière du jeudi, un mélange d'anticipation et de nervosité. Ses visites étaient bonnes. Elles étaient curatives, nécessaires et pleines de ce genre d'espoir prudent qui pousse lentement dans les endroits blessés. Mais elles étaient aussi des rappels de tout ce qui avait changé, de tout ce qui ne pourrait plus jamais être exactement pareil. La sonnette retentit et Rebecca alla répondre. Lisa pouvait entendre des voix dans le couloir, la chaleur professionnelle de Patricia, la formalité polie de sa mère, et sous tout cela, le son qu'elle attendait, le rire de son père à quelque chose que Tommy faisait. « Lisa, ma chérie, ton père est là. » David apparut dans l'embrasure, ressemblant de nouveau à lui-même, mais une version différente. Plus propre, plus calme, portant un jean et un t-shirt vert au lieu des vieux vêtements de l'armée dans lesquels il avait vécu auparavant.
Il portait un sac en papier qui sentait les cookies aux pépites de chocolat de la boulangerie près d'Evergreen Recovery. « Salut, ma petite. » Sa voix contenait toute la chaleur dont elle se souvenait d'avant que la guerre ne le suive à la maison. « Comment était l'école ? » « Bien. On a appris les papillons en cours de sciences. » Lisa se leva d'un bond, n'hésitant plus avant de le serrer dans ses bras comme elle l'avait fait lors des premières visites. Madame Peterson dit qu'ils doivent se dissoudre complètement à l'intérieur de leur chrysalide avant de pouvoir devenir des papillons. Comme s'ils se transformaient d'abord en soupe. « C'est assez incroyable, » dit David, s'asseyant par terre à côté d'elle et de Tommy. « Parfois, nous devons nous effondrer complètement avant de pouvoir nous reconstruire en quelque chose de nouveau. » Lisa étudia le visage de son père, cherchant le signe qu'elle avait appris à reconnaître. Les yeux distants, la mâchoire serrée, la façon dont ses mains se serraient quand les souvenirs devenaient trop forts. Mais aujourd'hui, il avait l'air paisible, présent, comme quelqu'un qui s'était réconcilié avec son propre esprit. Tommy, qui avait observé cette interaction avec la concentration intense d'un petit scientifique, rampa soudain vers David et se hissa en utilisant la chemise de son père. David devint très immobile, et Lisa retint son souffle. L'affection physique avec Tommy avait été la partie la plus difficile de ses visites, chargée de trop d'histoire et de peur. « Oh » dit clairement Tommy. Son premier mot qui n'était pas « maman » ou « Lisa ». Le visage de David passa par une série d'expressions, surprise, joie, terreur et enfin amour. Avec un soin infini, il souleva Tommy sur ses genoux, ses mains tremblant légèrement en soutenant le dos du bébé. « Bonjour, mon fils » murmura-t-il. « Tu m'as tellement manqué. » Tommy babilla quelque chose d'incompréhensible et attrapa le nez de David. Et pendant un instant, le salon ressembla exactement à ce qu'il était avant, une famille s'amusant ensemble un après-midi ordinaire. Sauf que maintenant, Lisa savait à quel point les après-midis ordinaires étaient précieux. À quel point ils pouvaient facilement s'échapper si on n'y prêtait pas attention. David. La voix de Rebecca depuis la cuisine contenait une chaleur que Lisa n'avait pas entendue depuis des mois. « Pourrais-tu m'aider avec quelque chose ?» Lisa regarda ses parents naviguer l'un autour de l'autre dans la cuisine, leurs mouvements prudents, mais plus craintifs. Ils étaient comme des danseurs apprenant une nouvelle chorégraphie, conscients des pas de l'autre, mais pas encore tout à fait synchronisés. Patricia apparut à côté de Lisa avec la manière discrète qu'ont les travailleurs sociaux de se matérialiser en cas de besoin. « Comment te sens-tu à propos des visites, Lisa ? Vraiment. Pas seulement la réponse que tu penses que je veux entendre. » Lisa considéra sérieusement la question. Le docteur Kim lui avait appris qu'il était important de nommer ses sentiments, même les plus compliqués. « Heureuse mais effrayée », dit-elle finalement. « Heureuse parce que papa va mieux et qu'il apprend à faire pousser des choses. Effrayée parce que… » Elle fit une pause, cherchant des mots assez grands pour contenir sa peur. « Parce que et s'il se perd à nouveau ? Et si je ne suis pas assez courageuse la prochaine fois ?» Patricia hocha la tête comme si Lisa avait dit quelque chose de très sage. « Tu sais, Lisa, ce n'est pas ton travail de garder ta famille en sécurité toute seule. C'est le rôle des adultes et des gens comme moi. Tu as fait quelque chose d'incroyablement courageux cette nuit-là, mais maintenant il est temps de laisser les adultes s'occuper de la protection. » Mais si ? Et si est une très grande inquiétude à porter pour une fillette de 7 ans, dit doucement Patricia. Et si on s'entraînait à lâcher prise sur certains de ces « et si ?» De la cuisine vint un bruit de rire. Le vrai rire de sa mère et le gloussement plus profond de son père se mêlant aux cris de joie de Tommy. Lisa regarda vers le son et sentit quelque chose se détendre dans sa poitrine. Un nœud qu'elle n'avait pas réalisé qu'elle portait. « Patricia, dit-elle soudainement. Penses-tu que les familles brisées peuvent vraiment être réparées ? » Je pense, dit Patricia avec précaution, que parfois les choses brisées peuvent être rassemblées d'une manière qui les rend plus fortes qu'avant. Différentes, mais plus fortes, comme les os qui guérissent plus épais là où ils ont été fracturés. Comme s'il était convoqué par leur conversation, David apparut dans l'embrasure. « Lisa, voudrais-tu m'aider, moi et Tommy, à préparer le dîner ? Ta mère dit que nous mangeons des spaghettis. Et je me souviens de quelqu'un qui était très doué pour remuer la sauce. » Lisa regarda son père, le regarda vraiment. Il y a 6 mois, il avait été un étranger, portant le visage de son papa, perdu dans une obscurité qu'elle ne pouvait comprendre. Ce soir, il lui demandait de l'aide pour le dîner, ses yeux clairs et présents, ses mains stables et sûres. « Puis-je apprendre à Tommy comment remuer ?» demanda-t-elle. « Je pense que c'est une excellente idée. » Alors qu'ils entraient ensemble dans la cuisine, Lisa aperçut quelque chose qui lui fit manquer un battement de cœur.
Sur le réfrigérateur, à côté des dernières peintures aux doigts de Tommy et des photos d'école de Lisa, il y avait une nouvelle photo. Son père dans le jardin d'Evergreen Recovery, souriant à côté de ses plants de tomates. Mais ce qui coupa le souffle à Lisa, c'est ce qu'il y avait à côté. Un dessin d'enfant, manifestement son propre travail, montrant 4 bons hommes allumettes se tenant la main sous un soleil jaune. En bas, de son écriture soignée de CE1, elle avait écrit « Ma famille, après qu'on est allé mieux ». Rebecca remarqua qu'elle regardait. « J'espère que ça ne te dérange pas que je l'ai mis là », dit sa mère doucement. « Je voulais me souvenir que le but a toujours été d'aller mieux. » Lisa hocha la tête, comprenant soudainement quelque chose d'important. Le dessin n'était pas un mensonge ou un vœu pieux. C'était une promesse. Pas que tout reviendrait comme avant, mais qu'ils pourraient construire quelque chose de nouveau ensemble. Quelque chose qui reconnaissait les fissures mais ne les laissait pas tout définir. Alors qu'ils préparaient le dîner ensemble, David surveillant attentivement les tentatives enthousiastes de Tommy pour aider à remuer la sauce, Rebecca mettant la table pour 4, Lisa racontant tout pour le bénéfice de Tommy, elle réalisa que c'était à cela que ressemblait la guérison. Pas le moment dramatique où tout devenait soudainement parfait, mais les 1000 petits choix de continuer à se présenter, à essayer, à s'aimer à travers le difficile travail de redevenir entier. Le soleil se couchait alors qu'il s'asseyait pour manger, peignant la cuisine de la même lumière dorée qu'il avait remplie cette terrible nuit il y a 6 mois. Mais ce soir, la lumière semblait chaude plutôt que dure, pleine d'espoir plutôt que désespérée. « Lisa, dit David alors qu'il se passait le pain à l'ail. Je veux te dire quelque chose d'important. » Lisa leva les yeux de son aide à Tommy avec son gobelet, sentant le sérieux dans le ton de son père. « Cette nuit-là, quand tu as appelé le 911, tu as sauvé plus que Tommy. Tu m'as sauvé aussi. J'étais si perdu. Je ne trouvais pas le chemin pour redevenir ton papa. Mais tu m'as lancé une corde, et tu as tenu bon jusqu'à ce que l'aide arrive. » Lisa sentit les larmes lui piquer les yeux, mais c'étaient les bonnes. Celles qui venaient avec le soulagement plutôt que la peur. « J'avais vraiment peur, papa. Je sais que tu avais peur, et je suis tellement désolé que tu aies dû avoir si peur. » Mais Lisa, la voix de David était stable et sûre. « Tu étais la personne la plus courageuse dans cette maison, plus courageuse que le soldat que j'étais, plus courageuse que je n'aurais jamais imaginé qu'une petite fille puisse l'être. Et j'ai besoin que tu te souviennes de ça si jamais tu doutes de toi. » Tommy, sentant le poids émotionnel du moment avec le radar mystérieux que tous les bébés possèdent, tendit la main depuis sa chaise haute et attrapa la main de Lisa avec ses doigts couverts de sauce. « Lisa, brave, dit-il clairement, et Lisa rit malgré ses larmes. « Oui, dit doucement Rebecca, se penchant pour lisser les cheveux de Lisa. Lisa est très brave. Mais maintenant, elle peut de nouveau avoir 7 ans et laisser les adultes gérer les choses effrayantes. » Alors qu'il nettoyait après le dîner, Lisa se surprit à penser à la leçon sur les papillons de l'école, à la façon dont les créatures devaient parfois se dissoudre complètement avant de pouvoir devenir ce qu'elles étaient censées être. Sa famille s'était dissoute cette nuit-là, s'était transformée en quelque chose de méconnaissable et de terrifiant. Mais peut-être que cela devait arriver avant qu'ils ne puissent se transformer en cette nouvelle version d'eux-mêmes. Meurtris, mais plus forts. Différents, mais entiers. Patricia se préparait à partir, ce qui signifiait que David partirait aussi. Les visites s'allongeaient. 3 heures maintenant au lieu de 2, mais elles se terminaient toujours de la même manière, avec des étreintes prudentes et des promesses de se revoir bientôt. « Papa, dit Lisa alors qu'il mettait sa veste. Liras-tu une histoire à Tommy et moi jeudi prochain, comme avant ?» Le sourire de David était radieux. « Je n'aimerais rien de plus au monde. » Alors que la camionnette s'éloignait, ramenant son père à Evergreen Recovery et au travail continu de guérison, Lisa se tenait à la fenêtre du salon avec Tommy dans ses bras. Son petit frère pointa les feux arrière qui disparaissaient et fit un son qui aurait pu être papa ou au revoir. « Il reviendra, lui dit Lisa. » Et pour la première fois en 6 mois, elle y crut complètement. Non pas parce qu'elle le devait, non pas parce que l'espoir était le seul choix, mais parce qu'elle pouvait déjà le voir se produire. La reconstruction lente et prudente de la famille qu'ils avaient toujours été censés être. Cette nuit-là, alors que Rebecca l'abordait, Lisa posa la question qu'elle portait comme une pierre dans sa poche. « Maman, est-ce que tu aimes toujours papa? Même après tout ?» Rebecca resta silencieuse un long moment, lissant les couvertures de Lisa avec la même attention prudente qu'elle accordait à tout. Présente, intentionnelle, consciente de la rapidité avec laquelle les choses pouvaient changer. « Oui, dit-elle finalement. J'aime l'homme qu'il redevient. J'aime à quel point il travaille dur pour aller mieux. Et j'aime qu'il apprenne à demander de l'aide quand il en a besoin. »
L'amour ne disparaît pas juste parce que quelqu'un tombe malade, Lisa. Mais parfois, l'amour doit devenir plus fort pour porter le poids de la guérison. Après que sa mère soit partie, Lisa resta dans son lit, écoutant les sons familiers de la vieille maison qui s'installait autour d'elle. Mais ce soir, au lieu de grincer comme quelque chose de cassé, elle semblait respirer, stable, paisible, vivante. Par sa fenêtre, elle pouvait voir le cerisier dans leur jardin, ses branches lourdes de fleurs roses qui laisseraient bientôt place aux feuilles d'été. Dans quelques mois, les tomates de son père seraient prêtes pour la récolte. Tommy marcherait, peut-être même parlerait en phrases, et Lisa aurait 8 ans, assez grande pour comprendre encore mieux comment les familles pouvaient se briser et se reconstruire, différentes mais entières. Elle ferma les yeux et imagina le dessin sur le réfrigérateur. 4 bons hommes allumettes se tenant la main sous un soleil jaune vif. Ce n'était pas la famille qu'ils étaient, et ce n'était pas la famille qu'ils auraient pu être si cette terrible nuit n'était jamais arrivée. Mais c'était leur famille, gagnée par le courage, le pardon et le genre d'amour qui se renforce dans les endroits brisés. Juste avant que le sommeil ne l'emporte, Lisa sourit et murmura dans l'obscurité. Nous sommes rentrés à la maison. Dehors, les premières étoiles apparurent dans le ciel de Portland, scintillant comme des promesses tenues, comme un espoir qui avait appris à se faire confiance à nouveau, comme tous les lendemains radieux qui attendaient une petite fille qui avait sauvé sa famille en refusant de laisser la peur gagner. Le matin, il y aurait l'école, les rendez-vous chez le thérapeute et le travail ordinaire d'une fillette de 7 ans. Mais ce soir, Lisa Wellington dormit du sommeil profond et paisible de quelqu'un qui avait regardé dans les ténèbres et trouvé la lumière de l'autre côté. Et dans ce sommeil, elle rêva de jardins pleins de tomates, de papillons émergeant de leurs chrysalides, et de familles qui étaient plus fortes aux endroits brisés, transformées mais enfin, magnifiquement, entières.